Est-ce que Visa est une opportunité d'investissement attractive au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les notifications si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste du paiement. Donc c'est une ligne droite depuis 2015. On est passé de 62 à 336. On a fait un x5, x6 à la louche, donc plutôt pas mal, hein, plutôt linéaire comme progression. Après le secteur du paiement, c'est plutôt une industrie, c'est plutôt un duopole avec, Mastercard. On a American Express aussi, mais c'est nettement inférieur. On a quelques challengers, mais pour l'instant, Visa, a une part de marché, très importante dans ce secteur. On voit que depuis 2 juin 2025, là, ça commence un peu à affaiblir le cours de l'action. Est-ce que c'est un trou d'air passager ou durable? On va essayer de voir ça ensemble. Au niveau de la croissance, c'est pourtant à nouveau en accélération depuis juin 2024, hein, la croissance est en train de revenir, ça réaccélère. Il y a eu un trou d'air en 2020, bon ça on peut comprendre pourquoi. En médiane, on est sur 11,3% de croissance, à l'heure actuelle c'est 11,4. Bon, on a un momentum favorable, hein. On fait des acquisitions également, 56 milliards, mais ça ne représente pas grand-chose, hein, moins de 10% par rapport à la market cap. Bon, donc c'est de la croissance organique et elle reste très forte, hein, cette croissance organique. Donc Visa, à ce niveau-là, c'est solide. Au niveau des taux de marge, bon, le taux de marge brut, il est quasiment à 100% en fait. Il y a pas de coût des intrants, les paiements, c'est du logiciel, principalement. Vous avez peut-être un coût d'infrastructure, peut-être, du cloud si vous n'avez pas votre propre infrastructure. Donc sinon, c'est le taux de marge brut, il a pas trop de sens. Le taux de marge d'EBITDA, lui, c'est intéressant, il est quasiment plus haut, 70%, c'est énorme. Voilà, donc les marges opérationnelles, sont excellentes, hein. Il y a pas, beaucoup de coûts là, en fait, de coûts des opérations. Donc, en plus, ils ont réussi à améliorer ces faibles coûts des opérations depuis 10 ans. Donc, 70%, c'est énorme. Le taux de marge net est à 52%, très, très élevé. Au niveau des free cash flow, c'est plus élevé que ça encore. Alors, il faut regarder s'il n'y a pas des stock-based compensation sur Visa. Il y en a 2 à 2,3%, là, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Donc, je rappelle, le stock-based compensation, ce sont la rémunération qui sont versées aux salariés sous forme d'options. Donc, ça, ça gonfle artificiellement en fait les free cash flow. Mais à un moment donné, bah, ça va faire baisser ces free cash flow puisque ces actions, il y aura des nouvelles actions qui vont être émises si ces options sont exercées, ce qui est le but. Donc, ça va faire baisser un peu les free cash flow. Maintenant, 2,3%, c'est pas énorme, hein. Bon, bah, Lisa, c'est qualitatif. Mais est-ce qu'on s'en doutait pas un petit peu? Donc, sans doute, hein, franchement, c'est très qualitatif comme métier. Très peu, enfin, c'est un duopole en plus, donc les parts de marché, finalement, même s'il y a beaucoup de croissance, les parts de marché restent stables, hein. Donc on est plutôt pas mal sur Visa. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, attention à retraiter évidemment des stock-based compensation. On est globalement sur une équivalence, hein, entre le free cash flow et les bénéfices nets. Au niveau du BFR, c'est négatif, évidemment. On se fait payer avant par les clients. Donc les clients, ce sont les commerçants, principalement, qui vont utiliser la solution de paiement. Et les fournisseurs, mais en fait, il y a quoi comme fournisseurs? Il va y avoir, tous, ceux qui donnent les gestionnaires d'infra cloud, par exemple. Donc tous ceux qui vont aider, Visa à faire tourner son infrastructure numérique. Donc bon, bah, on est, bien positionné dans cette chaîne de valeur puisque le BFR est négatif. Au niveau de la variation de ce BFR, on continue à accumuler des variations négatives. Donc cette situation de BFR négatif va s'améliorer de plus en plus, ce qui est excellent. Donc ce qui veut dire aussi que ce sont les clients qui financent les opérations puisque c'est négatif. Donc, on fait payer les opérations par les clients, et puis après, on doit payer les fournisseurs, mais il y a un décalage de temps qu'on peut mettre à profit. Et au niveau des dépenses en capital, donc les CAPEX face aux dépréciations amortissements, on a quand même plus de CAPEX que de dépréciations amortissements, mais on a 329 milliards de other non-cash items. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit dans le tableau de flux de trésorerie. Bon, vous avez pas là, vous n'avez pas les éléments qui vous donnent, pourquoi est-ce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie si vous voulez en savoir plus. J'ai l'impression que sur Visa, on peut utiliser indifféremment les bénéfices nets ou les free cash flow. Si vous voulez, on peut prendre les free cash flow pour être un peu moins conservateur. Voilà, mais bon, c'est quand même, plutôt équivalent. Allez, au niveau de la rentabilité opérationnelle, on est sur ça, c'est magnifique, hein. 23,6% médiane, énorme. Actuellement, c'est au plus haut absolu, 36%. Donc la rentabilité est de plus en plus forte.
Ça n'a jamais été vu ce niveau de rentabilité. Ouais, c'est le record absolu. Voilà. Mais c'est très rentable comme activité, hein, c'est pas c'est pas intensif en capital. C'est un réseau, donc c'est purement de l'effet réseau et comme, leur solution a été adoptée massivement, maintenant, c'est, comme une taxe, c'est comme un péage, quoi. Voilà, vous avez l'infrastructure, vous avez un monopole sur, l'infrastructure de paiement, hop, un duopole, on va dire, mais du coup, en fait, tout le monde est obligé d'utiliser votre solution, donc vous prélevez votre péage tranquillement, sans avoir à réinvestir, massivement dans l'appareil productif. Avec une rentabilité pareille, évidemment, on doit être cash net ou alors si on a de la dette, c'est qu'on fait de l'acquisition ou qu'on fait de l'optimisation, pour ce qui est rémunération des actionnaires, hein. Par exemple, s'endetter pour acheter des actions, c'est des choses qui se sont faites, hein. Par exemple, Apple l'avait fait, donc c'est peut-être quelque chose que fait, Visa également. Parce qu'au niveau des acquisitions, il y en a pas eu ouais, il y en a quand même, assez régulièrement, hein. Donc c'est ça aussi qui fait monter la dette. Mais donc du coup, au niveau de l'endettement, c'est quasiment rien. C'est 1/5 de l'EBITDA, un quatrième, enfin 1/4 des free cash flow. Bon, voilà, ça va être de l'optimisation financière, hein, surtout. C'est pas, il y a pas de raison structurellement d'être endetté. Donc très soutenable à ce niveau. La rémunération de l'actionnaire, dividendes, rachat d'actions et rendement d'actionnaire. Alors, 22 milliards de free cash flow. Attention, il faut prendre en compte les stock-based compensation. 4,5 milliards de dividendes, donc c'est très faible, hein, comme proportion de payout ratio en termes de free cash flow. C'est en augmentation continue, très bien. Il y a des rachats d'actions aussi, et ces actions elles sont annulées, hein, chez Visa. Donc pas de souci. Ça nous permet d'améliorer le rendement de l'actionnaire. Donc ça me donne un rendement de l'actionnaire à 3,6%, ce qui est quand même intéressant, hein, pour une société de croissance. Au niveau du dividende, alors on est à moins de 1%. En revanche, avec les rachats d'actions, on passe à 3,6%. Donc c'est plus efficient fiscalement, hein. En Europe, on fait pas trop de rachats d'actions. Il y a quelques boîtes qui le font, Total Energy par exemple, la BNP aussi le fait. Mais c'est pas très courant. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant et Visa, le fait régulièrement. Apple aussi, hein, le fait par exemple. Donc ça permet d'éviter aussi le frottement fiscal, hein, parce que quand on fait des rachats d'actions, alors ils sont taxés maintenant en Europe. Aux États-Unis, je ne le crois pas. Mais du coup, en tout cas, l'actionnaire, lui, n'est pas taxé sur des dividendes s'il a à la place des rachats d'actions. Qui finalement, alors c'est pas le même effet. C'est quand on fait un rachat d'actions, on est relué du point de vue des bénéfices, c'est-à-dire qu'on touchera une part plus importante des bénéfices les années suivantes. Quand vous touchez du dividende, évidemment, vous avez du cash sur votre compte. Après, vous pouvez réinvestir vos dividendes pour être relué au niveau des bénéfices de l'année suivante, mais ça nécessite de réinvestir. Bon, avec un frottement fiscal au milieu. Les rachats d'actions, c'est plus efficient en ce sens. Si vous n'êtes pas en phase de rente, voilà, les rachats d'actions sont peut-être plus intéressants pour vous. Donc 3,6% de rendement d'actionnaire. Plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. En ce qui concerne la valorisation, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA vu qu'il y a un tout petit peu de dette, mais bon, on pourrait se mettre en pari sur ligne, hein, ça ne changerait pas grand-chose. Bon, évidemment, la qualité se paye cher, hein, sans problème. On est à 20 en 20 en valeur entreprise sur EBITDA par rapport à la médiane. Actuellement, c'est 24, donc 20% de surcote. C'est forcément un peu cher, mais en excès, en phase d'euphorie du marché, on se paye plus cher que ça, hein, on peut se payer 27,5. Donc la croissance est en train de réaccélérer. Je suis incapable de dire, moi, si c'est un bon prix ou pas un bon prix. Je ne fais pas d'action de croissance. Il faut prendre les prévisions des analystes. Donc là, si on prend les prévisions à 12 mois, on a encore surévalué par rapport à la médiane. Il faut peut-être prendre les prévisions à 24, 36 mois pour commencer à avoir peut-être une sous-valorisation. En attendant, c'est de la qualité, il y a de la croissance, et une énorme rentabilité, il y a des rachats d'actions. Bien sûr que ça reste intéressant. Comme ce sont des multiples qui sont relativement élevés, il ne faut pas détenir l'action sur le court terme, il faut la détenir sur le long terme si vous voulez aller faire du Visa. Parce que s'il y a une mauvaise publication, quand on a un multiple élevé, il va baisser beaucoup plus facilement qu'une entreprise avec un multiple faible. Donc voilà, Visa, à mon avis, il faut le garder sur un minimum du 5 ans pour espérer avoir des gains en capital intéressants. On peut comparer Visa à son concurrent principal, c'est Mastercard. Hop, on va regarder ce que ça donne. Ils sont où? Ils sont où? Mastercard, ils sont là. Hop. Alors j'ai Mastercard aux États-Unis, voilà. Donc en termes de market cap, Mastercard, c'est un tout petit peu plus petit. En termes de valorisation, on va regarder un price to free cash flow, mais on peut regarder aussi en valeur entreprise sur EBITDA, hein. Hop. Alors, c'est pareil, hein. Ils sont valorisés. Ah, Mastercard en valeur entreprise sur EBITDA est quand même bien plus valorisé, hein. Bon, globalement, Mastercard, c'est toujours payé un peu plus cher. Je crois qu'il y a légèrement plus de croissance. Bon, je pense pas qu'on va en termes de price to cash flow, c'est à peu près la même chose, quoique on a des périodes où Mastercard est au-dessus. Bon,
je vois pas de différence significative entre les 2, hein, donc pour moi, il y aura pas et sur Visa, vous avez peu de chances d'avoir l'expansion des multiples. Vous avez, en tout cas, sur la longue route, une bonne chance d'avoir, la croissance des bénéfices, hein, et c'est en fait, quand on détient une action à long terme, c'est ça, en fait, qui fait votre performance, hein, c'est la croissance des bénéfices et l'expansion des multiples. Bon, bah, là, comme, il y a pas de croissance des multiples possible, hein, vu qu'on est déjà un peu chèrement payé, bah, il va falloir plutôt miser, sur, bah, la croissance des bénéfices, hein, avec les rachats d'actions en plus, ça vous aide. Donc du coup, si on regarde par exemple, la croissance des bénéfices sur 10 ans, tac, elle est elle est quand même à 16,9 hein, c'est énorme. Alors ça, c'était quand même il y a 10 ans. Il faut peut-être, prendre, maintenant, prendre en compte le fait que ça ralentit un petit peu plus, hein. Sur 5 ans, ça vous donne, du 20 en fait, ça accélère, hein, sur 5 ans. Alors en 12 mois glissants, c'est 15,6. Voilà, moi je pense qu'on peut viser ça, hein, sur Visa, on peut viser, 15, mais ça va venir avec la volatilité puisque, les multiples sont très élevés. Donc, il faudra y tenir l'action sur minimum 5 ans. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.